Bonjour. Donc je m'appelle... bonjour. Je m'appelle Hélène, je suis comédienne interprète, comédienne marionnettiste, comédienne chanteuse, comédienne clown, comédienne metteuse en scène, comédienne autrice, comédienne conférencière gesticulante, comédienne porteuse de projets, comédienne chargée de communication, chargée de diffusion, comédienne chargée de production, comédienne administratrice, comédienne apprentie comptable parce que ça résiste, mais aussi comédienne cantinière, comédienne cuisinière, comédienne technicienne de surface, comédienne éducatrice de jeunes enfants, comédienne assistante maternelle et paternelle. Pendant le premier confinement, j'ai été auxiliaire enseignante à domicile en un cauchemar. Et depuis peu, je suis spéléologue amateur. Oui. Alors, le goût de la spéléologie m'est venu grâce à un très vieux copain qui s'appelle Paul. Paul, je l'ai rencontré à la sortie de ma formation initiale en école de théâtre, école privée parisienne, tout petit milieu. Paul connaissait déjà pratiquement tout le monde, donc de fil en aiguille, j'ai rencontré Paul et on ne s'est plus quitté, ça va faire bientôt 20 ans. Paul, je bois un petit peu, j'ai les lèvres sèches. Déjà. Paul, c'est quelqu'un à qui je dis tout, qui m'a suivi en fait pendant tout mon parcours professionnel. Donc il sait avec qui je travaille, les formations que je fais, avec qui j'ai envie de travailler, les projets qui sont comme ça, en ébullition dans ma tête. Il sait aussi des choses plus personnelles, je lui parle de mes enfants, de ma famille, de ma santé. Bref, Paul sait tout de moi. Et quand on s'est rencontrés, donc c'était, j'ose pas le dire, fin des années 90, évidemment, moi j'étais jeune comédienne, donc au début on se voyait beaucoup, puis petit à petit j'ai monté ma compagnie avec 2 autres artistes, j'ai commencé à travailler avec d'autres équipes, à partir en résidence, j'ai eu un enfant, puis 2 enfants, bref j'étais beaucoup moins disponible. Et pour pas perdre notre lien, on a mis en place en 2008 à peu près un petit rituel, et on s'appelait tous les mois. Donc dans mon agenda électronique, j'avais tous les mois un petit rappel, appelez Paul. Et il se trouve qu'en 2008, pour la petite anecdote, avec mon compagnon Julien, ici présent, je le... voilà, ça faisait déjà 2 ans qu'on essayait d'avoir un enfant, on était partis dans un projet enfant, et ça venait pas. Et ça venait pas parce que, voilà, moi j'étais beaucoup en déplacement, lui aussi, entre Paris et Bordeaux. Et pour faire un enfant, il faut mieux être en présence, puis il faut être en présence à un moment très spécifique, qui est le moment de l'ovulation. Sinon, il n'y a pas de fécondation. Ovulation, ça va pour tout le monde. je vais juste faire un petit point vocabulaire. En fait, pratiquement toutes les femmes, on a un utérus, c'est une sorte de poche ici, où il y a une muqueuse utérine qui se développe. Et tous les mois, on pond, on peut dire, un œuf. Un ovule, on dit un ovule, c'est un scandale. Un ovule, et cet ovule, s'il n'est pas fécondé, la muqueuse utérine se détache et est évacuée. Et c'est ce qu'on appelle les règles, et ça recommence comme ça tous les mois. Et cette petite fenêtre de tir, si je puis dire, qui dure entre 3 et 5 jours maximum, c'est le moment où il faut être en présence. Sinon, il n'y a pas de fécondation. Donc, dans mon agenda électronique, j'avais appelé Paul, appelé Julien. Ça va, il n'est pas jeune. Bref, la vie continue. Et un jour, en 2013, au lieu d'un appel téléphonique, je reçois une lettre de Paul qui a déclenché mon goût pour la spéléologie. Je vous lis la lettre. Alors, comment la spéléologie m'est venue? Mai 2013, lettre de Paul. Ah, c'est là, c'est pour ça que j'avais sorti les lunettes. Ça fait plus. Alors, hop. Ma chère Hélène, mon amie depuis plus de 15 ans, je t'écris cette lettre car je suis sans voix, tant ma douleur est grande. Depuis toutes ces années, j'ai cru à notre complicité, à cette belle confiance que nous avions tissée, et je découvre aujourd'hui ton ignoble duplicité. Sous couvert de rigueur et de loyauté, tu profites éhontément du système, comme tous ces parasites sans scrupules qui vivent au crochet de la société.
Quelle honte, quelle trahison. Est-il possible que toutes ces années, tu aies fait absolument semblant de travailler, semblant d'être salarié, semblant d'être subordonné? Mais quelle indignité et quel mépris pour les travailleurs et les travailleuses, les vrais. J'espère sans grande illusion que tu sauras me détromper, mais toutes les preuves t'accablent. Il semble clair que personne ne te dicte ce que tu dois faire, quand, comment et pourquoi tu dois le faire. Pire, personne ne te contrôle ni ne te sanctionne. Si tu n'es pas en capacité de prouver ton lien de subordination avec tes employeurs, je me verrai dans l'obligation de couper court à notre relation, et je peux t'assurer que jamais plus tu ne toucheras tes allocations chômage, que tu devras rembourser en intégralité pour combler le déficit de l'UNEDIC et le trou de la Sécu que tu as largement contribué à creuser. Je te souhaite bien du courage, le cœur brisé, bisous, ton ami Paul Emploi. Et voilà comment le goût de la spéléologie m'est venu. En mai 2013, je reçois une lettre de Pôle Emploi, une lettre qui est une étude mandataire. Une étude mandataire, c'est une démarche antifraude. Et donc, au travers de cette lettre, Pôle Emploi me demande de prouver mon lien de subordination juridique avec mes employeurs. Petit point vocabulaire, subordination juridique. Personnellement, moi, je ne savais pas ce que c'était. Alors, la subordination juridique, c'est ce qui caractérise le contrat de travail des salariés. Donc, un employé qui est un travailleur, qui loue sa force et son temps de travail, non, c'est un employé, je dis n'importe quoi, est un employé qui loue sa force et son temps de travail à un employeur, en contrepartie d'un revenu qu'on appelle salaire. Et par ce contrat, l'employeur l'employé devient subordonné à l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur fixe le contenu des tâches, le lieu, l'horaire, pourquoi on fait ces tâches, donc le but, et il acquiert aussi le droit de contrôler la bonne exécution de cette tâche et de sanctionner en cas de mauvaise exécution de ces tâches. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination juridique dans le Code du travail. Donc Pôle Emploi me demande de prouver mon lien de subordination juridique, alors que ça fait 15 ans que tous les mois, je fournis mes contrats de travail et mes fiches de salaire, et que je ne vois pas bien comment je peux faire mieux que ça. Et pour moi, cette lettre, en fait, ça a été un électrochoc complet. C'est-à-dire qu'en quelques lignes, c'est comme si on me disait que 15 ans de ma vie entrez Huguette. Je présente Huguette, ma grande cousine, comédienne et traductrice. Bonjour Huguette. Merci de l'accueil. Est-ce que je peux te laisser t'asseoir là? Je pars. Ça va? Donc si vous voulez l'électrochoc, c'est que voilà, en quelques lignes, c'est comme si on remettait en question 15 ans de travail, 15 ans d'activité, qui sont en plus suspectés de faux. On me dit que c'est du faux travail. C'est aussi, en quelques lignes, on balaye 15 ans de prise de tête à concilier activité artistique et revenu décent, qui est un équilibre vraiment pas facile à trouver. Et on me dit que voilà, que mon travail ne vaut rien, que je ne vaux rien, pire que je coûte, et que je vais devoir payer pour ça. Et là, c'est l'ébullition dans ma tête. J'ai 1 milliard de questions qui me traversent. Et je me dis, mais enfin, déjà, je ne savais pas du tout que j'étais subordonnée, j'ai pas du tout l'impression d'être subordonnée. Je me dis, non, c'est vrai, peut-être qu'en fait, je ne suis pas subordonnée, en fait, je suis une vraie fraudeuse. Je me dis, mais non, mais pas du tout, pourquoi je serais une vraie fraudeuse? Ça n'a rien à changer dans ma situation, tout allait bien, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de... Enfin, où est le problème? Puis je me dis, mais pourquoi il faut que je sois subordonnée pour que mon travail soit un vrai travail? Pourquoi il faut que je sois subordonnée pour avoir droit à une protection sociale? Pourquoi il faut que je sois subordonnée pour avoir un droit au chômage, un droit au salaire? Et pourquoi tout d'un coup, si je ne suis pas subordonnée, mon travail n'a pas de valeur? Qui est-ce qui décide de la valeur de mon travail? Et puis comédienne du coup, ça ne serait pas un vrai travail? Alors là évidemment, je réentends 15 ans de « Salut Hélène, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Bah je suis comédienne. Ah ouais, sinon bah je suis comédienne en fait. Et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fichu pendant 15 ans? Qui suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel tourment me saisit? Quel chagrin me dévore? Être ou ne pas être subordonné? Telle est la question.
Est-il plus noble pour l'esprit de subir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune ou de s'armer contre elle et en les affrontant, y mettre fin? J'ai réfléchi 1 seconde et demie et j'ai décidé de les affronter. Je me suis dit, bon, j'y comprends pas grand-chose, mais ce que je comprends, c'est que apparemment, moi, Hélène Vitorge, petite comédienne qui évolue dans un réseau très artisanal, pas du tout lucratif, je suis un problème. Moi et tous les autres comme moi, les intermittents du spectacle, on est un problème. Donc j'essaye de réunir les idées, je me dis, bon, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais? Bah, déjà, ce que je sais, c'est que, oui, on est des salariés pas tout à fait comme les autres, je vois bien qu'on n'est pas dans le métro boulot dodo, d'accord. On aime notre métier en général, d'ailleurs on nous fait bien payer, souvent on est payé par métier passion, métier vocation, ça nous suffira bien. Bon, qu'est-ce que je sais encore? Je sais qu'on est un secteur où les travailleurs se mobilisent âprement pour défendre leurs droits, notamment leurs droits au chômage. Qu'on est un secteur d'activité qui pèse lourd dans la balance économique, hein, on pèse plus de 8 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le secteur automobile, mais qu'on nous montre tout le temps du doigt comme des fraudeurs, des glandeurs, des privilégiés, responsables du déficit de l'UNEDIC et du trou de la sécurité sociale. Je me dis, ok, eh ben, je vais aller voir ça par moi-même. Donc, je m'improvise une petite tenue de spéléologue. Et je décide d'aller explorer ce gouffre légendaire qu'est le trou de la Sécu. Donc voilà, donc pendant cette conférence, je vais vous emmener en expédition dans les dédales de la protection sociale française pour explorer la sécurité sociale, institution non capitaliste de protection sociale, et l'intermittence du spectacle, qui est quand même une protection sociale unique qui protège notamment l'emploi discontinu. Et en cela, je vais utiliser tout le temps des gros mots, c'est révolutionnaire. Voilà. Donc deux gros cailloux dans les chaussures de la politique capitaliste néolibérale qui s'applique méthodiquement à les faire disparaître ou en tout cas à les déconstruire. Ça va? Ouais. Un point un peu de spéléologie. Ouais. Je bois un coup, ça commence à pâter. Donc, me voilà en tenue de spéléologue et je cherche le trou de la Sécu. Sauf que le trou de la Sécu, je sais pas où il est, mais même déjà la Sécu, moi, à ce moment-là, je ne sais pas trop ce que c'est, en vrai. Donc, clic, je cherche un petit peu quand même. Et donc je comprends, alors la Sécu, il y a plusieurs branches, la branche famille, la branche santé, la branche famille, la branche accident du travail, la branche fonction, pardon? Vieillesse. Vieillesse, merci, fonction hospitalière. Je dis, oh là là, c'est un dédale, c'est un labyrinthe. Je dis, bon, je vais commencer par ce que je connais. Et je décide donc d'aller vers l'assurance maladie. Donc je me rends à la CPAM de mon quartier. Je prends mon petit ticket et j'attends dans la salle d'attente pour rencontrer un conseiller qui va, lui, pouvoir me dire où se trouve le trou de la Sécu. Je suis pleine d'espoir. Cette CPAM, c'est là où j'étais venue la première fois pour mon premier congé maternité en 2008. J'ai mon gros ventre, j'avais la feuille de ma doctoresse qui me disait oui, ça y est, c'est officiel, elle est enceinte, bravo Julien. Et bon, j'étais dans cet état un peu pleine d'appréhension parce que voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et puis en même temps évidemment pleine d'excitation. Et en attendant, dans ma petite salle d'attente de la CPAM de mon quartier, je me disais, mais tiens, c'est marrant en fait de venir à l'assurance maladie quand on est enceinte. C'est pas une maladie, jusqu'à preuve du contraire d'être enceinte. Après, je me dis, bon, on dit tomber malade, comme on dit tomber enceinte, il y a peut-être eu un petit glissement. Et puis j'attends, parce qu'on attend quand même assez longtemps en général à la CPAM de son quartier. Et puis il y a une autre chose qui me traverse comme ça l'esprit, je me dis, mais la protection sociale, je venais de de chercher, c'est donner des moyens d'existence à toute personne involontairement privée d'emploi. C'est là, involontairement, à moins que toutes les femmes de France qui sont devenues mères aient été abusées,
Il me semble que la grossesse, c'est volontaire. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était volontaire. Il y avait quelque chose comme ça qui faisait des petites bulles en me disant c'est quand même très bizarre cette définition. Bref. Au bout d'un moment, évidemment, une conseillère me reçoit, flashback, à la CPAM de mon quartier. Premier congé maternité. Alors, elle veut ou elle veut pas? Il veut. Au suivant. Bonjour, c'est mon premier, voilà, je viens pour mon congé maternité. Oui, ma petite dame, alors est-ce que vous remplissez les conditions? Les conditions? Il y a des conditions? Bah oui, enfin, il faut avoir travaillé 800 heures sur les 12 derniers mois. 800 heures? Oh là là, mais moi je suis comédienne, déjà 507 heures, j'ai du mal à les faire, alors... Ah, une intermittente du spectacle. Alors attendez, parce que j'ai pas encore fait la formation, avec vous on comprend jamais rien. Intermittente, intérimaire, non ça n'existe plus. Interminable, intermittente. Ah oui, alors en effet, vous c'est 200 heures sur les 3 derniers mois. Mais enfin, 200 heures, mais enfin, je réinvente comme ça, personne va pouvoir, je pourrais même plus travailler en fait. Puis moi je suis en emploi discontinu, donc 200 heures sur 3 mois, c'est mission impossible, il n'y a pas autre chose. Clic, 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 clic. Ah oui, alors sinon il faut monter à vos dates de fécondation. Ma date de fécondation oui, enfin excusez-moi, mais c'est assez gênant, c'est intime, puis vous savez, on ne sait pas toujours avec qui c'était, alors non. Bon écoutez ma petite dame, hein, c'est l'article R313.3 et R313.7 du Code de la Sécurité sociale. Au suivant. Et voilà comment, à mes dépens, je découvre que le congé maternité est obligatoire, mais pas obligatoirement indemnisé. Même quand vous êtes salarié. J'avais assez travaillé, hein, j'avais fait 507 heures éparpillées sur 12 mois, plus de 507 heures. Mais je n'avais pas fait 200 heures sur 3 mois. J'avais travaillé assez, mais pas de la bonne manière et pas au bon moment. Sauf que travailler en emploi de manière continue quand tu es en emploi discontinu, à une date fixe qui est pour le moins imprévisible, qui est la date de fécondation, c'est juste mission impossible en fait. Et 2011, rebelote pour mon deuxième congé maternité. Sauf que 2011, c'est l'année où le collectif des maternitantes s'est créé et a commencé à être très très actif. Les maternitantes, donc c'est la contraction de maternité intermittente, maternitante, elles ont commencé à justement explorer un peu ce petit trou qu'il y a dans le code de la protection sociale et dans l'accès aux indemnités au congé maternité pour que les conditions soient réellement adaptées aux intermittentes de l'emploi. Et d'ailleurs, elles ont remporté une très très belle victoire pendant la crise sanitaire, où là, enfin, avec le coup de projecteur qu'il y a eu sur ce scandale et cette injustice, on a pu accéder à des conditions adaptées réellement au congé maternité, des maternitantes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les maternitantes, la grossesse devient une triple punition. Vous êtes en congé maternité, donc vous n'avez plus le droit de travailler, ce qui est normal, mais donc vous n'avez plus de salaire. Comme vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'avez plus non plus le droit d'être allocataire chômeuse, parce que vous n'êtes plus en état de travailler. Sauf que si vous n'avez pas rempli les conditions pour avoir vos indemnités de congé maternité, en fait, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez aucune possibilité de ressources. Vous êtes mise dans une situation où vous perdez toute autonomie financière. C'est quand même particulier comme protection sociale, de plonger quelqu'un, et en l'occurrence là une femme enceinte qui va donner la vie à quelqu'un d'autre, et de la mettre dans une situation de dépendance absolue. Alors évidemment, en creusant un petit peu, moi je suis remontée jusqu'en 1804. Je me dis, tiens, c'est marrant, ça sent quand même très 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 fort les relents patriarcaux du Code civil Napoléon. Où à l'époque, les femmes n'avaient donc été considérées comme des mineures sociales, elles n'avaient aucun droit civique, elles étaient considérées comme des enfants, comme les fous, comme les criminels. Ça c'est clair. Et elles étaient entièrement, enfin pardon,
les épouses, les femmes, et donc les mères dignes de ce nom, étaient entièrement subordonnées à leur mari qui avait tout droit sur elles, sur leur patrimoine, sur leur progéniture et qui allait travailler pour eux à la maison. Alors vous allez me dire, évidemment, il y a eu des petites évolutions quand même depuis 1804. On a arraché le droit de vote, yes, tardivement. Et puis, petit à petit, voilà, quand même, Front populaire, droit du travail, convention collective, congé maternité, congé paternité, qui a été augmenté de 3 jours obligatoires à 7 jours obligatoires. Oh, alléluia! Sauf qu'en fait, ça ne change rien. En vrai, tout ça, c'est super peanuts. Parce que tant que le congé parentalité, quel que soit en fait le modèle du couple, hein, 2 hommes, 2 femmes, une femme, un homme, peu importe, bah, tant qu'il ne sera pas obligatoire, sans condition, indemnisé pour les 2 parents, et de même durée, bah, en fait ça ne changera rien. Ça ne changera rien sur l'égalité homme-femme, ça ne changera rien sur l'égalité parentale, et encore moins père-mère. Ça ne changera rien non plus sur la lutte contre les discriminations à l'embauche des femmes et développement de leur carrière professionnelle. Et puis ça ne changera rien non plus sur la reconnaissance du travail gratuit et invisible qui est le travail domestique et parental qui est quand même estimé à 1/3 du PIB. Rien que ça. Bref, je referme cette parenthèse énorme de ma prise de conscience du modèle très patriarcal encore de la famille et les fortes injustices qui perdurent dans la protection sociale. La nuit commence à tomber, je rentre chez moi, bredouille, enfin non, pas tout à fait bredouille. Je cherche quand même un peu clic, et là je tombe sur un site qu'on ne me reprochera pas d'être complotiste, qui est legifrance.gouv.fr, dans lequel je tombe sur la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022. Et dans cette loi de programmation des finances publiques, il y a un petit tableau qui présente la trajectoire des administrations de sécurité sociale et qui nous dit que la sécurité sociale, en 2018, est bénéficiaire de 12,5 milliards d'euros, qu'on prévoit un bénéfice de 19,9 milliards d'euros en 2019, 20,3 milliards d'euros en 2020, 20,9 milliards d'euros en 2021, 21,7 milliards d'euros en 2022. Et là je me dis, mais attendez, mais la sécurité sociale c'est pas un trou, c'est une montagne, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule, une montagne de pognon, la sécurité sociale. Comment ça se fait qu'on nous dit qu'on ne peut pas payer nos retraites, nos congés maternité, nos maladies, etc., etc. Et tout en bas du petit tableau, il y a une petite ligne qui dit dont 20 milliards vont être prélevés par l'État pour éponger la dette sociale. D'ailleurs, ils sont gonflés. Non seulement il y a un paquet de thunes, et en plus, ils se servent à pleine pogne. Et en même temps, si on fait un petit calcul rapide, il reste quand même 1,7 milliard d'euros. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou, il n'y a pas trop du tout. Pas de trou de première classe, pas de trou de seconde classe. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou du tout, il n'y a pas de trou, un point c'est tout. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que le trou de la Sécu est un gros fake. Sous vos applaudissements. J'ai fait des dessins et à chaque fois j'oublie de les montrer. Petite pause dessin. La subordination. Les petits employés qui sont subordonnés à leurs employeurs, qui louent leur temps de travail pour un salaire pendant que ces messieurs s'enrichissent. C'est clair, non? C'est un peu orienté, mais bon. Et legifrance.gouv.fr, un bon paquet de pognon. Alors évidemment, moi j'avais quand même du mal, même si je le voyais écrit noir sur blanc, à croire à cette conclusion. Je sais pas, je suis née avec le trou de la Sécu, j'ai grandi avec le trou de la Sécu, et quelque part dans mon imaginaire, la Sécu sans trou de la Sécu, bah en fait c'est même plus la Sécu. Et du coup, quand j'ai fait le stage
pour monter cette conférence gesticulée à l'ardeur, ils m'ont demandé « Mais Hélène, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on a commencé à parler du trou de la Sécu ?» Est-ce que vous avez une petite idée à la louche? En gros. 47, 49. 47, 49, exactement. 47 même. Dès le début. Donc le trou de la Sécu naît en même temps que la Sécu. Et là je me dis, mais ils ont merdé au moment de l'institution de la Sécu, c'est quand même très très bizarre. Donc, clic, 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 je vais voir ce qui s'est passé au moment de la création de la sécurité sociale. Allez, je vais prendre le petit papier. Et je vais voir donc les ordonnances de 45, donc de fin 45, qui ont institué la sécurité sociale. Et là, je découvre... Mon Dieu, c'est pénible les lunettes. Et là, je découvre donc que la sécurité sociale, c'est une caisse unique, qui n'a pas plein de petites branches là, qui est entièrement indépendante de l'État. Donc l'État ne se sert pas à pleine main dans la caisse de sécurité sociale, qui fonctionne sur la mutualisation interprofessionnelle, donc tout le secteur du commerce et de l'industrie privée participe au financement de cette caisse, et qui est gérée à 75% par les travailleurs. Existe la négociation sociale qu'on appelle le dialogue social. C'est les travailleurs qui décident. Et on m'explique, et donc qui est financé évidemment par la cotisation sociale. Et donc la cotisation sociale est définie comme ça dans les ordonnances. Donc, je vous lis l'extrait du texte. La cotisation sociale est un prélèvement sur la richesse créée par le travail dans l'entreprise, qui n'est affecté ni au salaire ni au profit, mais mutualisé, pour répondre aux besoins sociaux des travailleurs, résultant des aléas de la vie, indépendamment de l'État et de la négociation collective, et dont le montant est calculé à partir des salaires versés. Ça, c'est la définition dans les ordonnances. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, personnellement, c'est la question que je me pose moi la première fois. Donc en fait, il y a tout le secteur privé de l'industrie et du commerce, toutes les petites usines là, les travailleurs qui rentrent dedans, qui produisent de la richesse, et donc on se retrouve avec une grosse richesse. Et sur cette richesse, on prend une partie pour les salaires et une partie proportionnelle pour la cotisation sociale. Et donc en fait, le trou, bah, il est là, dans le manque à gagner du profit, le manque à gagner des propriétaires lucratifs. Petit point vocabulaire, propriétaire lucratif, personne qui peut tirer un profit du travail d'autrui ou de son patrimoine. Évidemment, parce que pour les propriétaires lucratifs, toutes ces petites usines, bah, c'est les leurs. Donc, toute la richesse qui est produite dans leur usine, bah, elle est à eux. Donc, tout ce qu'on prend, tout ce qui ne part pas au profit est considéré comme un prélèvement sur leur richesse. Donc, le trou de la Sécu, en fait, c'est le point de vue des propriétaires lucratifs, tout simplement, dans la logique capitaliste néolibérale. Pour eux, cotisation plus salaire, ils regardent ça, ils font « Oh bonheur! Oh bonheur! Oh justice! Injustice! Juste au ciel! On m'a volé ma cassette! Ma chère cassette !» Bon, sauf que évidemment, contrairement à l'avare de Molière, un petit peu saccagé d'ailleurs, pardon, tout ce beau monde évidemment va très très vite s'organiser. L'objectif c'est de récupérer leurs cassettes, leurs profits. Donc, les cotisations sociales, on va essayer de les plafonner, voire de les faire baisser, voire carrément d'obtenir des exonérations ou carrément des suppressions. D'ailleurs, ils appellent ces cotisations sociales des charges sociales, hein, c'est très logique. Pareil pour les salaires, hein, qui augmentaient mécaniquement tous les ans. Bref, non, vous en avez assez comme ça. Hein, le coût du travail, oh là là. Bref, on veut récupérer sa cassette. Attention, c'est pas des méchants, c'est pas des gens qui sont contre la protection sociale, hein, pas du tout, du tout. Mais à condition qu'elle passe par l'État, donc par l'impôt, donc majoritairement prélevé sur les salaires et pas sur le profit, et par l'assurance privée, qui sont elles-mêmes détenues par des propriétaires lucratifs, et donc la boucle est bouclée, on récupère son profit. Alors, c'est De Gaulle qui va ouvrir la brèche dans ce fonctionnement en 58. En 58, c'est la création de l'assurance chômage, qu'il insuffle sur le même modèle que la sécurité sociale, hein, cotisation, etc. Sauf que, petit malin,
Il impose le paritarisme, c'est-à-dire que c'est plus les travailleurs qui gèrent et décident de où va l'argent, c'est à 50-50 employés et patronat. Sauf qu'on a vu que le fil de l'histoire nous a démontré que systématiquement il y avait toujours un petit syndicat d'employés qui raccordait les positions du patronat et que donc la balance penchait en faveur des intérêts du patronat. Deuxième petite chose qu'il insuffle, c'est le contrôle et la gestion par l'État de la caisse. Et puis ça marche tellement bien que en 67, donc c'est ce qu'on appelle les ordonnances Jeanneney, on généralise ce principe à toute la sécurité sociale. Paritarisme, gestion par l'État. Et évidemment, là, le verre est dans la pomme, et de réforme en réforme, en agitant l'épouvantail du trou de la Sécu, on commence à déconstruire méthodiquement la sécurité sociale telle qu'elle a été instituée et pensée. Alors, je fais un petit balayage de points clés très rapide, genre la Sécu pour les nuls, les réformes pour les nuls. Enfin, en tout cas, je me compte évidemment dans les nuls. Hein. Enfin, d'ailleurs, je suis la première nulle à ce niveau-là. Ah, bah j'ai plus mon petit papier, c'est dommage. Bon, je vais le faire de mémoire, ça va être une cata. Alors, c'est bon, je pense que j'ai des collègues pour me retenir. Non, me soutenir. Alors, les réformes successives, en fait, elles suivent toujours plus ou moins 3 grands axes. La première, c'est évidemment de récupérer le profit, donc de diminuer les cotisations et salaires. Donc pour ça, on a le gel des cotisations, qui va jusqu'à la suppression. Il y a quand même une petite chose qu'il faut savoir, c'est que quand l'État s'engage à faire des exonérations, jusqu'en 2015, il compensait, il versait à la Caisse de Sécurité Sociale ce qui était exonéré. Depuis 2015, c'est plus le cas. Donc c'est des exonérations qui sont en fait des suppressions pour la Caisse. Et puis jusqu'aux suppressions en 2017, évidemment, 2018, j'ai plus... Macron qui supprime la part salariale de la cotisation maladie et de la cotisation chômage. Attendez, je vais quand même rentrer le papier parce que j'aimerais bien être précise et là je sens que je ne vais pas l'être. Et en plus, j'ai des anti-sèches de rabbin. C'est génial, cette prévoyance. Est-ce que je suis assez prévoyante? Pas sûr. Blip, blouf, blaf, réforme successive, point clé. Waouh, je mène. Alors, donc, réduction du coût du travail, donc en faveur du patronat. Oui, 91, la CSG évidemment. La CSG, contribution sociale généralisée, Rocard et Mitterrand, qui donc bascule une partie des cotisations sur l'impôt, et donc on passe dans le financement par l'impôt. Ensuite, il y a le renforcement du contrôle d'État, donc avec une énorme ingérence progressive dans les décisions, et les décisions notamment budgétaires. 83, Bérégovoy, la dotation globale. Il faut savoir que, enfin, je nous le rappelle, que la devise première de la sécurité sociale, c'est chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. La dotation globale, c'est le budget, c'est ça, si les besoins dépassent, tu t'assieds sur tes besoins. C'est clair. Voilà, donc c'est pareil, une remise en cause complète de cette institution. Et puis 2017, évidemment, notre cher Macron qui impose la lettre de cadrage, donc qui se passe des négociations collectives et qui statue par décret, ça sera comme ci, ça sera comme ça, vous n'avez rien à dire. Et puis évidemment, le modèle assurantiel privé et la gestion de la Sécu sur le modèle managérial, avec la rémunération à la production, c'est-à-dire en faire petit à petit une entreprise qui va avoir une bonne gestion, donc il y a toute la gestionnarisation. Je cite juste 2 dates, 2004, Castex, déjà à l'époque, c'est lui qui est l'auteur de la T2A, la tarification à l'acte, pour comprendre, plus tu fais d'épisiotomie, plus tu as de fric, c'est simple. 2019, Macron, la retraite à point, et alors je ne parle même pas de la retraite chômage. Donc, on voit bien à quel point le trou de la Sécu, c'est un épouvantail en fait, qui permet de faire passer des réformes qui vont dans le sens d'une mise à mort de cette institution. Et c'est un sabotage. Sauf que c'est un sabotage qui ne dit jamais son nom. Et non seulement il ne dit jamais son nom, mais en plus on prend des boucs émissaires et on accuse qui? Les bénéficiaires. Oh, l'assurance maladie, ça va pas, il y a trop de malades. Oh, l'assurance retraite, enfin la retraite, ça va pas, il y a trop de retraités, il y a trop de femmes enceintes, il y a trop d'enfants, il y a toujours trop. Et il y a trop de chômeurs, et là, chez les chômeurs, il y a trop d'intermittents du spectacle. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à cette deuxième fiction, qui est la responsabilité des intermittents du spectacle dans le déficit de l'UNEDIC, à qui on impute un milliard de déficit de l'UNEDIC. Heureusement que j'ai un bon casque, j'ai pas de bosse.
Bon, bah, évidemment, déjà, on ne dit pas que les intermittents du spectacle, ils n'ont pas une caisse à eux, hein. Ils font partie des chômeurs, c'est des chômeurs comme les autres, donc ils font partie de la caisse générale du chômage. Que si la caisse chômage était financée par les chômeurs, bah, en fait, elle serait vide, donc voilà. Et puis, l'autre chose qu'on ne dit pas, c'est que depuis 2008, cette année a beaucoup d'importance dans ma conférence, 2008, c'est la création de Pôle emploi, qui est la fusion de la NPE et de la CEDIC. Et avec cette organisation de, comment on appelle ça, de d'État, là, qui travaille, comme délégation de service public, voilà. Merci. Délégation de service public, l'État décide qu'il va prendre une partie des cotisations pour financer son administration et sa gestion de la caisse chômage. Et comme par hasard, ça correspond à peu près au 1 milliard. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Bref, donc, deuxième conclusion à cette première initiation en spéléologie, aucun retraité, aucun chômeur, aucune chômeuse, aucune femme enceinte, aucune famille nombreuse, j'en ai oublié, aucun accidenté du travail, aucun hôpital public n'est responsable du trou de la Sécu. Et ça va mieux en le disant. J'aime la spéléologie. Alors bon, quand j'en arrive là de mon initiation en spéléologie, force est de constater que j'ai plus rien à explorer puisqu'il n'y a pas de trou. Donc je m'arrête à cet endroit de mes compétences en spéléologie. Par contre, à défaut de creuser le trou de la sécurité sociale, évidemment, moi j'ai très envie de creuser la question. Je me dis, mais ok, donc le trou de la sécu, tout ce discours politique néolibéral, logique de 100% profit, d'accord, sabotage, blablabla. Je me dis, mais moi là-dedans, c'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce que je représente là-dedans? Pourquoi tout d'un coup, j'ai une institution qui me tombe sur le coin du nez? Pourquoi on remet en cause mon statut de salarié? Pourquoi on remet en cause mon droit au chômage? Je dis, bah en fait, je ne vais pas m'arrêter là, je vais creuser la question. Parce que... Bon, sauf que j'ai pas été voir Pôle emploi tout de suite. On était un peu en froid avec Paul. En fait, je venais de renouveler mon dossier de demande d'allocation chômage. Et évidemment, comme à peu près 5 fois sur 4, mon dossier était bloqué. Donc, je me rends à mon agence Pôle emploi spectacle, à l'époque c'était encore Pôle emploi spectacle, à NPE spectacle, pardon. Et je demande, voilà, bah bonjour, voilà, mon dossier est bloqué, je comprends pas, j'ai fait plus de 507 heures, j'ai tout donné, ça fait des semaines, puis je suis un peu comme ça, parce que qui dit dossier bloqué dit indemnisation coupée. Et moi, les indemnisations, comme à peu près plus de la moitié des intermittents du spectacle, bah en fait ça représente la moitié, voire plus de la moitié de mes revenus mensuels, donc ça commence à être un petit peu difficile, j'aimerais bien avoir des explications s'il vous plaît. Et là la personne me dit, bah écoutez, nous on s'occupe pas du tout de ça. Je dis, mais comment ça, je suis à la NPE spectacle, si vous vous occupez pas des chômeurs du spectacle, qui est-ce qui s'en occupe? Non, nous on s'en occupe pas. Par contre, vous voyez derrière vous sur le mur là-bas, il y a un téléphone. Alors vous allez appeler le 3949 et c'est eux qui vont s'en occuper. Je dis, mais enfin, je suis venue, je me suis déplacée, vous êtes là, je suis là, on se parle. Non, nous on s'occupe pas de ça. Non, j'insiste pas, donc j'avais décroché le 3949, enfin le téléphone. Je ne sais pas si ici vous êtes nombreux à avoir déjà eu affaire à Pôle emploi et au 3949. Alors, il y a une sorte de règle implicite qui veut que quand vous appelez la plateforme, parce qu'on parle à des plateformes, hein, on ne parle plus à des conseillers, des conseillères, la première fois que vous vous faites engueuler. Oui, bonjour, j'ai un problème. Oh, écoutez, il n'y a pas de problème, laissez-nous faire notre travail, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. Oui, bah ça prend du temps. Eh ben oui, bah, on est débordé, alors restez chez vous, attendez que ça se débloque, et on reviendra vers vous quand ce sera fait. Et là, ça raccroche. Sauf que là, il y a votre frigo qui continue à se vider, et vous dites, bah en fait, je vais rappeler. Donc la deuxième fois, vous appelez. Et là, évidemment, excusez-moi, oui, enfin, attendez, laissez-moi juste le temps de vous expliquer. Vous expliquez tout bien en détail, la personne reprend votre dossier point par point jusqu'au moment où ça coupe. Parce que, en fait, les appels sont minutés. Et vous n'avez pas le droit à plus de 10 à 15 minutes, je ne sais pas exactement, d'appel. Et là, votre frigo est vide. Donc vous vous dites, bah en fait, tant pis, je rappelle une troisième fois. Et là, dans le meilleur des cas, vous tombez sur la bonne personne. Oui, bonjour madame, j'ai un souci. Oh non, vous inquiétez pas, s'il y a un problème, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Eh bien oui, vous regardez, alors, j'ouvre votre... Oui, ah, bah, je vois ce qui se passe, donc je fais clic et tout est
réglé. Et là, vous avez juste envie de poser une bombe, parce que ça fait quand même des semaines que vos indemnités sont coupées et que rien ne se débloque et qu'il suffisait d'un simple clic. Sauf que vous n'engueulez pas la personne parce que c'est la bonne personne. Bisous, merci. Et donc là, la dame m'explique, oui, effectivement, vous allez juste vous retourner à votre agence à spectacle et vous remettez le document original, numéro, machin chose. Surtout, vous n'oubliez pas de faire une copie certifiée conforme sur la photocopieuse de l'agence où il y a le logo, avec le tampon de la date, parce que si jamais vous devez redonner ce document, il faut qu'il soit certifié conforme. D'accord, merci. Merci, je vous aime. Clac, et vous raccrochez et vous êtes reparti pour l'agence spectacle avec votre petit document original. Vous arrivez, évidemment, la photocopieuse est en panne, donc vous faites la queue jusqu'au petit monsieur qui trie les personnes en fonction de ce pourquoi elles arrivent. Et une fois arrivé, vous expliquez AEM, 3949, plateforme, copie, en panne. Et là, le petit jeune homme me dit mais je suis pas obligé de faire cette copie, moi. Je n'ai pas à prendre cette responsabilité. Je dis, mais enfin, il y a une photocopieuse dans le bureau derrière vous, je la vois. C'est rien, vous faites une copie, un coup de tampon, c'est fini, c'est réglé. Non, de toute façon, je ne veux pas prendre cette responsabilité parce que vous imaginez, vous me remettez vos documents originaux, si demain il se perd, ça va me retomber dessus. Je dis, mais enfin, on marche sur la tête, je ne vais pas aller dans une autre agence pour une copie, un coup de tampon. Ben non, n'allez pas dans une autre agence, remettez-moi votre document sans coup de tampon, vous ne nous faites pas confiance. Je dis, écoutez, ça fait quand même quelques années que je suis dans le métier, donc je sais que nos relations ne sont pas basées sur la confiance, mais sur le factuel. Donc non, et en plus quelqu'un qui me dit que quand je lui remets mon document en main propre, il ne peut pas prendre la responsabilité d'acter que je lui ai remis en main propre, non, je ne vous fais pas confiance, non. Bien évidemment, je me suis dit, écoutez madame, moi je ne m'énerve pas, je ne suis pas dans le conflit, je suis déjà bien gentille de prendre vos dossiers, si vous n'êtes pas contente, eh bien tant pis pour vous, au suivant. Et il me passe par-dessus la tête, du regard, je suis petite, pour voir la personne suivante. Et là, malgré peut-être les apparences, moi je suis quelqu'un qui m'énerve très difficilement. Je ne me mets pas facilement en colère. Et là, je pète un scandale. Je dis non, j'ai pas fini. Excusez-moi, je n'ai pas terminé. Vous ne me passez pas du regard au-dessus de la tête, c'est extrêmement désagréable. Et je n'ai pas terminé. Si vous êtes là, monsieur, c'est pas bien gentil de prendre mon dossier, hein. Si vous êtes là, c'est parce que je travaille et parce que vous travaillez. On est juste deux personnes qui travaillent. Il n'y a pas ceux qui travaillent là et ceux qui travaillent là. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui ton bras vient d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que mon cœur adore. Rome, enfin que je hais, parce qu'elle est au nord. Pardon, c'était un bon scandale. Comprendre, c'est que pendant que le petit jeune homme il fait le mariole et qu'il a probablement aucune méchanceté et aucune arrière-pensée pour ça, et probablement tout un poids de responsabilité aussi sur lui, moi je suis en prise d'otage économique. Et c'est ce qui se passe pour tous les chômeurs qui sont dans cette situation quand on leur bloque leur dossier. Et puis il y a cette attitude, en agence en tout cas, la plupart du temps, avec les chômeurs. C'est fou, c'est une relation, c'est des abus de pouvoir en fait. C'est une relation de mépris, c'est des relations ultra infantilisantes, les discours. Au moment de l'étude mandataire, j'ai quand même un directeur d'agence, parce que j'étais très procédurière, hein, je ne me suis pas laissé faire, qui m'appelle sur mon portable et qui dit oui, bonjour, monsieur machin truc, directeur de l'agence Pôle Spectacle. Écoutez, on va arrêter de jouer au chat à la souris, hein, tout ce papier dépensé pour les accusés de réception, c'est pas bon pour la planète. Je savais de quoi il me parle, quoi. Il me parle de mes allocations et qui m'a coupé mes allocations et il est en train de me faire la morale. Et tout ça, ça participe, et du coup, il y a. Parce que aussi, autre chose, en tant que chômeur et chômeuse, Pôle emploi, on y a affaire tous les mois, parce qu'on doit pointer tous les mois. Donc, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre vie, vraiment, à part entière. Et toutes ces relations d'humiliation en agence, ah oui, les convocations au rendez-vous obligatoires. Vous recevez une lettre, vous êtes convoqué au rendez-vous obligatoire, si vous ne venez pas, vous êtes radié. On ne vous dit pas pourquoi. Bien, bon bah j'y vais, hein, je ne veux pas être radiée, c'est vrai, c'est assez dur comme ça. Bonjour, voilà, j'ai reçu la convocation obligatoire. Et là, la personne me dit oui, bah, c'est bon, vous pouvez repartir. Mais enfin, c'était pourquoi? Non, c'était juste pour voir si vous alliez venir. Dingue. Il y a une vraie violence institutionnelle. Et cette violence institutionnelle, le problème c'est qu'elle n'est pas circonscrite à l'institution. Elle continue ensuite dehors, parce qu'un grand renfort médiatique de bourrage de crâne, quand t'es une chômeuse, arrêtez de parler au masculin, quand t'es une chômeuse,
T'es moins que rien, t'es une assistée, t'es une privilégiée, enfin non privilégiée pas trop, t'es suspectée de fraude d'emblée, assistée, une scorie de la société, et en plus si t'es intermittent du spectacle, t'es une privilégiée. Un grand renfort de si on veut, on peut, il n'y a qu'à traverser la rue, tout est fait en fait pour que tu vives le fait d'être au chômage comme la pire des hontes sociales. C'est-à-dire que si t'es chômeur, t'as raté ta vie, t'es rien ni personne, et en plus t'es coupable d'être au chômage parce que c'est forcément que tu n'es pas du tien, c'est de ta faute. Puis même dans le vocabulaire à Pôle emploi, enfin à l'époque c'était assez dit KNPE, initialement on est des bénéficiaires de l'allocation chômage qui est un droit du travailleur. Ensuite on est devenus des chômeurs, des gens qui glandent rien. Et aujourd'hui on est des demandeurs d'emploi. Mais on va être quoi demain? Quémandeurs, des mendiants. C'est une idéologie qui est ultra violente et qui bousille les gens. Je vous passe les détails, on a tous entendu parler des gens qui viennent s'immoler en agence, qui se suicident. Bref. Et quand même, je réachoppe là-dessus, c'est que c'est un droit du travail. C'est-à-dire que le chômage, c'est un droit. Un droit du travail. Un chômeur, c'est un travailleur. C'est peut-être un travailleur qui n'est pas en emploi ou qui n'est plus en emploi, mais c'est un travailleur quand même. Et on fait d'un droit une honte. Et c'est ultra pernicieux, parce que, évidemment, si tu es banni de la société et que tu vis dans la honte, tu ne vas pas te battre pour des meilleures conditions de chômeur. Donc pour ton droit du travail. Tu vas te battre pour récupérer un emploi à tout prix, un job, 10 jobs, pour atteindre péniblement le SMIC. Et ça va permettre de faire un super dumping social, parce que les gens qui sont au poste, ils vont devoir revoir à la baisse leurs prétentions dans leurs conditions de travail, puisque derrière, il y a ce qu'on appelle l'armée de réserve qui est là, oh, j'en veux, je m'en fous, c'est merdique, bon, j'en veux quand même. Et donc, on assiste à un truc quand même qui est de transformer un droit, par la coercition managériale de retour à l'emploi, là, en dumping social. Et c'est un moyen de remettre en question quand même, sacrément, ce conquis social qui est le droit du travail, protection sociale, conditions de travail des travailleurs. Et même moi, quand j'ai reçu cette étude mandataire, sur le coup, j'étais là, oh, c'est vrai que moi je suis pas salarié comme les autres, peut-être que je suis un peu privilégiée quand même, et puis s'ils déclenchent ça contre moi, c'est probablement que, ouais, je dois pas le savoir, mais j'ai dû faire une connerie, je dois être vraiment en faute, et j'étais prête à plaider coupable. Bah oui, j'étais prête à plaider coupable. Et puis quand même, je me suis dit, bon, je suis seule face à l'institution, c'est pas très équilibré, quoi. Donc je me suis dit, avant de plaider totalement coupable, je vais aller voir les syndicats. Donc j'ai été voir le syndicat français des artistes-interprètes et la CIP de France. La CIP, c'est la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Pour leur dire, voilà ce qui m'arrive, je comprends pas, apparemment je suis une grosse privilégiée fraudeuse, je le savais pas. Ils me disent non, ça c'est donc ceux qui m'ont nommé, une mandataire, une subordination juridique, etc. Donc on discute, etc. Puis là je découvre quand même qu'en tant qu'artiste-interprète, le Code du travail m'accorde depuis 1969 la présomption de salariat. Ça veut dire que je suis automatiquement assimilée à une salariée quand bien même les critères stricts de subordination ne sont pas remplis. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je n'ai pas le droit d'exercer mon activité d'interprète en tant qu'auto-entrepreneuse. C'est vraiment une vraie protection. Sauf que je suis donc une salariée, je suis déjà présumée innocente. Tu vois, enfin, Pôle emploi ne peut pas ne pas savoir ça. Il travaille avec les intermittents du spectacle. Donc je comprends pas en fait, c'est quoi le truc en fait? À quel endroit ils m'attaquent vraiment? C'est quoi qu'il y a derrière? Et donc là, le syndicat et la CIP m'expliquent, ils me disent en fait le problème, et c'est là où ils essayent de te coincer, c'est que comme tu es une comédienne qui est salariée dans sa propre compagnie, une porteuse de projet, comme on nous appelle dans les formulaires de subvention publique de la culture, eh bien ils sont en train d'essayer de prouver que en fait tu es une salariée qui s'emploie elle-même, donc que c'est un emploi fictif, donc que tu n'es pas une vraie salariée, donc que tu n'as pas le droit au chômage et qu'il faut t'exclure du chômage et qu'il faut que tu rembourses tes allocations. Je dis waouh, c'est tricky, c'est ultra vicieux quoi. D'autant plus qu'ils me disent, et tu as bien fait de ne pas répondre d'emblée à cette lettre, parce que si tu avais fourni les documents qu'ils te demandaient, ça t'incriminait directement, c'était un piège. Mais quel cauchemar! Donc, sauf qu'en fait, enfin, déjà, c'est ultra vicieux, mais c'est surtout d'une hypocrisie sans nom.
Parce que, en tant que porteuse de projet, c'est-à-dire quelqu'un, une artiste-interprète qui veut monter un spectacle, le réseau de production du spectacle vivant, qu'il soit privé ou public, vous demande de créer une structure ou d'être attaché à une structure. Donc vous n'avez pas le choix. Alors c'est pour ça que c'est majoritairement des associations, parce qu'on ne va pas se lancer dans une SARL ou je ne sais quoi, et qu'en plus on a une activité qui est non lucrative, qui est marchande, mais non lucrative. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire du profit, c'est réinjecté dans la production. Bon, bref, on ne rentre pas dans le détail corporatiste. Et donc en fait c'est structurel de notre secteur. Il y a 2 sociologues qui ont travaillé là-dessus il y a déjà quelques années, je ne sais pas si l'étude a été réactualisée, parce que c'était 2007 je crois. C'est Antonella Corsani et Maurizio Lazzarato qui ont étudié les pratiques d'emploi dans, dans notre secteur d'activité, secteur du spectacle vivant, et qui constatent qu'en fait on est plus d'1 tiers à être dans cette situation de salarié qui s'emploie lui-même. Mais non seulement on est salarié-employeur, mais comme on a des licences d'entrepreneurs du spectacle, on est aussi des entrepreneurs, et à ce titre-là on est assimilé à des indépendants. Et comme on évolue et on produit dans un secteur de production de spectacles vivants, on est même producteur. Donc en fait on cumule absolument tous les champs du droit du travail sans appartenir strictement à aucun d'entre eux, sauf au salariat par la présomption de salariat. C'est-à-dire qu'on a effectivement le statut de salarié sans critères stricts de subordination, c'est quand même énorme. À ce titre-là, on est donc, on a l'autonomie des indépendants et des entrepreneurs. Et comme nos salaires sont composés de nos salaires directs de l'emploi et indirects de un salaire presque, donc on a une partie de notre salaire qui est attachée à notre personne, exactement comme les fonctionnaires. Donc évidemment, on fait un peu tâche dans le paysage du salariat strict et surtout dans le paysage de la logique de production du système économique capitaliste néolibéral. On échappe en partie en fait à la triple subordination employeur, État, capital. Ah, j'ai fait un dessin. Je vous montre un dessin, ça fera une petite pause. Ah bah non, ça sera... Oh. Oh. La sécurité sociale, une caisse, c'est les employés qui ont le pouvoir, pas d'État, cotisation interprofessionnelle. J'oublie tout le temps de les montrer, je sais pas quoi les enfants. Oh, celui-là je l'adore en plus, le point de vue des propriétaires lucratifs sur le trou de la sécu. Leur richesse, leur profit. Et mettre la sécurité sociale au régime sec, raboter sur les cotisations, faire remonter la gestion d'État et le modèle privé assurantiel. Pardon, je vais un peu vite. Ah oui, tiens, ça je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je vous disais la triple subordination. Oui, non, je vous disais, oui, je ne l'ai pas fait parce que cette histoire de chômage qui est une honte et ce de dumping social, ça marche tellement bien que déjà il y a moins d'un chômeur sur 2 qui est indemnisé, il faut quand même le savoir, voilà. Il faut savoir aussi que tous ceux qui sont au RSA, il y a un scandale en ce moment qui est en train de remonter, parce que la majeure partie des personnes qui auraient le droit au RSA n'osent même pas le demander à cause de cette honte sociale. Que quand même en 40 ans, la part du profit dans le PIB, donc PIB, produit intérieur brut, on compte en gros profit, salaire, cotisation pour la faire très vulgarisante, a pris 10 points en 40 ans, donc ça marche très bien tout ça. Il se passait de 30% du PIB à 40% grâce à l'épouvantail du trou de la Sécu. Et on assiste à une progression gigantesque des emplois précaires. Et donc là, je rapporte avec j'ai du mal, attendez, mon cerveau a du mal parce que c'est sur ma gauche. Alors j'ai regardé un peu les chiffres, je crois que c'est... Non, j'ai les sources après si vous avez besoin. 82, à peu près 5% d'emplois précaires. 2017, on passe cumulé à presque 28%. Hein, donc augmentation de l'emploi précaire énorme, ou de la précarisation de l'emploi, avec évidemment une majorité de femmes, et je dirais même une majorité de femmes racialisées. Et chez les jeunes, on passe de 17% à 57% d'emplois précaires. Donc c'est un petit détail. Et donc on arrive à cette fameuse triple subordination capitaliste à laquelle nous échappons en partie à l'employeur, au capital et à l'État, nous
à Pôle emploi. Parce qu'évidemment, quand on est chômeur, on était plus subordonné à un employeur, mais en fait, on est subordonné à Pôle emploi. Donc, tout ça pour dire que... oui, donc là, c'est le moment, voilà, c'est tout le moment où j'ai un blanc. Mais c'est pas que j'ai un blanc, c'est que pour rendre tout ça un petit peu plus concret, pour comprendre un peu comment ça se passe... Ça va, vous... C'est dans ça, je sais que c'est dans ça. Pour rendre tout ça un petit peu plus concret, comprendre comment ça se passe voilà, dans nos petites compagnies, quand on veut monter un spectacle, et puis cette différence entre travail, emploi, etc. Et bien en fait, je vais vous parler de mon accouchement. Si. Quand j'ai monté cette conférence gesticulée, en fait on bosse pendant une semaine, 4 mois d'affilée, et au bout du 4e mois, on doit présenter 1h30 de conférence, qu'elle tienne complètement debout encore ou pas. Et 1h30, il se trouve que c'est le temps qu'a duré mon 2e accouchement. Ça allait tellement vite en fait que j'ai accouché à la maison, sauf que c'était pas du tout prévu. J'étais avec mon gros ventre sur mon canapé avec mon coussin jaune que j'avais fabriqué moi-même pour mon accouchement, mes petites respirations de yoga prénatal, ma tisane de framboisier. Julien, ce jour-là, avait un rendez-vous médical chez un spécialiste qui était pris depuis des mois. Et je sens quand même que j'ai des contractions un peu pas comme d'habitude. Je dis, écoute, j'ai l'impression que ça va être pour aujourd'hui. Mais bon, va tranquille à ton rendez-vous, quand bien même c'est un 2e et ça arriverait plus vite, on a au moins 4 heures devant nous. Part, il claque la porte et là, paf, 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 les contractions qui s'intensifient, qui se rapprochent. Alors on apprend que ça s'appelle, que c'est que le travail a commencé. Enfin, le travail d'accouchement, hein. En français, le travail des femmes, c'est d'accoucher, c'est comme moi. Je disais qu'il y avait des relents de patriarcat. Et donc là, je laisse tomber la tisane, le yoga, j'habite au rez-de-chaussée, donc j'ai fermé la porte qui donne sur la cour, je me mets à beugler au milieu de mon salon, en invoquant les forces telluriques, et tout d'un coup, explosion entre les jambes, j'ai carrément une hallucination auditive en fait, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un aquarium, vous voyez le truc des poissons rouges là, qui éclate entre mes jambes, déluge dans mon salon, et là, douleur suraiguë qui me traverse les jambes, le bébé passe directement dans le bassin, suraiguë, alors je jure comme un cochon qu'on égorge. Vous avez vu, j'ai l'habitude d'aller par là. Voilà. Je hurle comme un cochon qu'on égorge, je me traîne péniblement jusqu'à mon canapé, j'ai une jambe qui se paralyse, le nerf là s'arrête de mitrailler, et là je me dis, oh mince, je peux pas accoucher, je suis toute habillée. Alors, très vite j'appelle Julien, comme j'ai dit, au fait il faut que tu rentres, déjà d'arriver, non, il faut que tu rentres, c'est maintenant, dépêche-toi. Et puis, avant même de pouvoir me déshabiller, j'ai les contractions réflexes qui commencent. Contraction, réflexe, vous ne pouvez pas faire grand chose, c'est comme quand vous allez faire caca, il faut que ça sorte, ça sorte. Et dans ma tête, la seule chose, parce qu'évidemment ça ne m'a pas traversé l'esprit d'appeler ça nul, la seule chose que j'ai dans la tête, c'est de me dire, je ne peux pas accoucher si Julien n'est pas arrivé. Pourquoi il n'est pas sage-femme, je ne sais pas. Et donc je commence à saboter mon travail. Donc à chaque contraction, je me fais la plus molle possible, la plus malléable, pour donner le moins de prise possible à mes contractions, pour que le travail soit tellement laborieux, et que ça n'aboutisse pas. Et évidemment, j'ai une pensée à la fois sur des choses que j'avais lues, sur les ouvriers à la chaîne qui sabotent leur travail pour ralentir les cadences, sur des expériences aussi de sitting en squat ou en manifestation, quand on se fait vider par les forces de l'ordre et qu'on apprend à se faire le plus mou possible, parce que moins tu résistes, plus tu es lourd et plus c'est difficile de t'évacuer. Bref, donc je suis là à saboter mon travail. Quand je sens que ça va à peu près, de temps en temps, parce que je suis quand même sur mon canapé à 3 pattes avec une jambe paralysée et un ventre qui fait ça. Donc j'essaye d'attraper le cordon de mon pantalon pour le faire descendre sur mes jambes. Et là, à ce moment-là, j'entends la clé dans la porte, c'est Julien qui arrive, et pour la petite anecdote, je lui hurle « Julien, elle arrive! Prends les ciseaux! Coupe ma culotte! Coupe ma culotte !»
c'est les hormones, on dit n'importe quoi. Cela dit, c'est ce qu'il fait. 3 contractions plus tard, Anouk, il réceptionne Anouk, donc notre fille, qui arrive sur notre canapé violet. Elle est toute violette et elle ne respire pas. Lui, il a eu la présence d'esprit d'appeler sa vue. Donc on avait une obstétricienne au téléphone qui essayait de nous guider. Touchez le cordon, est-ce que ça bat? Évidemment, on a su plus tard que ça aurait été une cata si ça battait pas. Oui, oui, ça bat. Bon, alors, vous lui frictionnez les pieds, vous lui frictionnez les dos, vous la mettez sur vous, vous l'enroulez dans une serviette. Et moi, je dis, ah, mais je peux pas faire tout ça en même temps. Bref, petit à petit, on fait ce qu'on peut, surtout. Et puis, Anouk se met à respirer. Et on m'a dit plus tard qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'accouchement toboggan. Ça va tellement vite que le bébé est sidéré et a un petit temps de... Il ne réalise pas en fait qu'il est plus dans le même milieu et il a respiré. Donc, entre la première contraction et l'arrivée d'Anouk sur mon canapé, enfin notre canapé, pardon, il y a eu 1h30 de travail pour 9 mois de gestation et à peu près 2 ans de familiarisation avec l'idée d'enfant, avec l'idée de projet enfant, de concrétisation avec mon partenaire. 1h30 pour à peu près 3 ans. C'est les ratios qu'on retrouve précisément dans l'accouchement d'un spectacle au sein d'une petite compagnie. Vous voyez pourquoi? En fait, quand on... dans nos petites compagnies. Je dis petites parce que c'est des petites structures qui drainent pas des budgets exceptionnels. Sinon, elles sont grandes par le talent, évidemment. Dans nos petites structures, nos petites compagnies, Association 1901, quand on commence à avoir une idée de spectacle, il nous faut à peu près, au bas mot, 2 ans de production. Entre le moment où on concrétise notre idée de spectacle, on réunit une équipe, on lève des fonds publics, des fonds privés, on trouve des partenaires, pas sexuels cette fois-ci, il faut à peu près 2 ans. Une fois qu'on a à peu près réuni cette production, on a 9 mois de gestation, c'est-à-dire le planning des répétitions qui se répartissent sur ces 9 mois, les allers-retours avec toutes les personnes qui contribuent à ce spectacle, costumes, lumière, son, scénographie, dramaturgie, chorégraphie, etc., etc. Puis vient le jour J, le jour du spectacle, du produit, qui dure, allez, on va dire en moyenne 1h30, où, à moins de travailler hors réseau professionnel, on est sûr d'être payé. Nos 2 sociologues, là, Corsani et Lazzarato, dans leur étude, ils ont constaté que quand la production se passe pas trop mal, en moyenne, on arrive à payer 1 mois de répétition. Donc, l'accouchement d'un spectacle au sein d'une petite compagnie, dans notre réseau très artisanal du spectacle vivant, c'est 1 mois de paye pour à peu près 3 ans de travail. 1 mois d'emploi pour 3 ans de travail. Donc là, on voit bien à quel point l'emploi fait un déni de travail. C'est-à-dire tout ce travail-là, qui n'est invisibilisé, gratuit ou semi-gratuit, est incontournable pour accomplir la mission du 1 mois d'emploi et du produit final. Cette notion de déni de travail, je l'ai retrouvée chez... Moi, je suis très sociologue. Je suis sociologue. Chez une sociologue qui s'appelle Maud Simonet, qui a écrit un tout petit livre génial, très facile à lire, que je vous conseille, qui s'appelle « Travail gratuit, une nouvelle exploitation, point d'interrogation ». Où en fait, dans ce livre, elle reprend la grille d'analyse des féministes des années 70, qui sont les premières à avoir étudié le travail gratuit ou semi-gratuit, invisibilisé et non valorisé, qui était le travail des femmes, le travail domestique, parental. Elle reprend, et donc qui ont montré qu'il y avait une réelle exploitation de ce travail, et un déni de valeur. Et elle reprend cette grille pour regarder un peu ce qui se passe au niveau justement du travail gratuit ou semi-gratuit aujourd'hui. Et donc le travail gratuit, semi-gratuit aujourd'hui, c'est évidemment tout le monde associatif, c'est les services civiques, les conventions de stage pour les jeunes, les collaborateurs aux réseaux sociaux qui souvent en fait collaborent à des énormes multinationales gratuitement. C'est aussi les allocataires et les bénéficiaires de la protection sociale à qui on demande de travailler gratuit ou semi-gratuit pour prouver qu'ils méritent leurs allocations. Et c'est ce qui est d'ailleurs de nouveau débattu là en ce moment.
Et donc elle montre à quel point non seulement c'est toujours là, mais qu'en plus ça fait partie prenante absolument de la logique capitaliste et du marché de l'emploi. C'est l'antichambre, c'est la première partie. Donc vous passez à peu près de 18 ans à, allez, on va dire 35 ans, parce que 35 ans il paraît que vous êtes encore jeune, à prouver que vous êtes employable et à démultiplier tout ce qui est gratuit, semi-gratuit. Vous travaillez un petit peu dans l'emploi, après on vous dégage parce que vous êtes trop vieux. Et après vous devez prouver que si vous êtes au chômage, vous méritez vos allocations, etc. Et donc tout ce système, en fait, c'est un chantage par rapport au fait de mériter un salaire. Mériter un salaire. Sauf que, oui, mériter un salaire. Et surtout, c'est la prolongation du fait que le travail, en fait, ça ne paye pas. Le travail ne paye pas. Donc on a quand même un petit problème. Alors on passe toute notre scolarité, nos études, à travailler, à nous dire qu'il faut travailler, mais le travail, ça ne paye pas. Et moi je le sais, je suis aux deux endroits où ça ne paye pas. Hein. Travail procréatif et travail créatif ne paye pas, ou quasi pas. D'ailleurs, tout ce qu'on appelle travail en français ne paye pas. On dit travail éducatif, travail intellectuel, travail de recherche, travail scolaire, travail d'analyse, travail syndical, etc., etc. Ce qu'on appelle travail en français, ce n'est pas des choses qui payent. Et c'est mort. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre tout ça. Mon fils à 6 ans, il l'avait déjà compris. 5-6 ans, c'est l'âge où les enfants disent « Moi, quand je serai grand, je serai pompier, infirmier, maîtresse, policier, maître, éboueur. » Enfin, souvent, c'est d'ailleurs des métiers de service public. Hein. La haine du fonctionnaire vient beaucoup plus tard. Et lui, il arrive dans notre cuisine un matin et il nous dit « Moi, quand je serai grand, je veux jamais travailler. » On se dit « Waouh, mon Dieu, cauchemar, ça va être l'enfer. » Et en même temps, moi, dans mon fort intérieur, je me disais, ouais, en même temps. Je le regardais, puis je me disais, c'est vrai que l'ironie du sort, quand même. Moi, je te donne la vie gratos. Et toi, on va te demander de la gagner, cette vie. Puis bon, je sais pas vous, moi, je viens d'une famille très joueuse, et moi-même, je suis très joueuse, et quand je joue, je rigole pas, je suis très mauvaise joueuse parce que je joue pour gagner. Sauf que je gagne ta vie, ça veut dire que les autres, ils la perdent, leur vie. C'est vachement moins drôle. Et face à un petit bonhomme comme ça, on se dit « Ah, il n'y aurait pas une version un peu plus collaborative du « je gagne ta vie » à lui proposer ?» Et puis c'est pas fini, après il va falloir qu'il la réussisse sa vie. Sauf que réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je suis face à ce petit bonhomme, je sais déjà pas bien ce que ça veut dire pour moi, alors pour lui, voilà, réussir sa vie, on n'a pas de mode d'emploi, quoi. On n'a pas... Enfin si, en fait c'est ça. En fait on veut nous faire croire que le mode d'emploi, c'est le mode emploi. Le mode de l'emploi capitaliste. L'emploi, donc, qui est cette petite partie du travail qui est rémunérée parce qu'elle met en valeur du capital, parce qu'elle permet un profit. Sauf que quand je regarde ça, je me dis, mais alors déjà, la logique du plein emploi, c'est vraiment une arnaque. Parce que la logique du plein emploi, c'est la logique du plein profit, en fait. Et puis, la logique du plein emploi, si l'emploi fait un déni de travail et que tu es en plein emploi, comment tu fais le travail qui te permet de remplir tes missions d'emploi? Pas étonnant qu'il y ait des burn-out et des telles souffrances au travail. Et puis, je me dis aussi, bon, et puis c'est bien gentil, mais moi je suis payée un mois sur 3 ans. Je suis dans un secteur de l'emploi discontinu. Je ne vais pas jouer 35 heures par semaine l'avare ou signer un CDI pour 2 jours de tournage. Donc comment je fais pour bouffer? Et c'est la question évidemment que s'est posée tous les travailleurs et toutes les travailleuses de mon secteur, le secteur du spectacle vivant, et qui a donné naissance à l'intermittence du spectacle. Alors, je vous laisse faire une petite respiration dans votre tête, parce que comme ça je fais la mienne, je regarde juste. Ah oui, c'est le déni de travail. Ouais. Non, ça, tu peux pas Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai beau être comédienne et intermittente du spectacle, moi je ne connaissais pas du tout l'histoire en fait des luttes sociales qui avaient eu lieu dans mon secteur. Il y a un sociologue, Mathieu Grégoire, qui a étudié ça de manière très précise. Sa thèse porte justement, alors le titre c'est 100 ans de lutte sociale, intermittent du spectacle, je crois, ou artiste-interprète, 100 ans de lutte. Un siècle de lutte, merci.
où en fait il décortique et il raconte les tentatives, les réflexions, les contradictions aussi qu'il y a eu et qui petit à petit ont mené jusqu'à aujourd'hui. Je vous la fais très rapide, hein, au 19e siècle corporatisme. Moi la chose que j'ai retenue qui m'a assez fascinée, c'est que pour contraindre un peu le marché de l'emploi, les musiciens ils ont pris l'option hyper inclusive, dire 100% syndiqué. Si tu n'étais pas syndiqué, tu ne pouvais pas jouer avec les camarades. Sauf qu'en étant 100% syndiqué, ben en fait, ils pouvaient négocier des conditions minimum auprès de leurs employeurs. Les comédiens, c'est moins sympa, c'est une solution d'exclusion. Ils se sont dit, bah, le gâteau, il n'est pas bien gros, il ne faut pas qu'on soit nombreux. Donc, ils ont mis en place une licence professionnelle pour se partager généreusement le gâteau à pas beaucoup. Bon, après, évidemment, front populaire, convention collective, droit du travail, logique du plein emploi pour justement couvrir une plus grande partie du travail au noir. Sauf que, bah voilà, secteur où le plein emploi, en tout cas, n'est pas, oui, enfin, pour beaucoup d'entre nous, n'est pas une réalité. Et donc, on arrive ensuite dans les années 70 à la socialisation massive, c'est-à-dire qu'il y a une décision dans notre secteur et une revendication de monter les cotisations, notamment la cotisation chômage et la cotisation congé spectacle, d'augmenter cette cotisation pour financer plus généreusement et la caisse chômage et la caisse sécu, et donc financer l'emploi discontinu. Et c'est comme ça qu'est née l'intermittence du spectacle. Ah, l'intermittence du spectacle. Mesdames et messieurs, elle est unique, elle est créative, elle est d'une souplesse incroyable, elle est en perpétuel apprentissage, so sexy, l'intermittence du spectacle. C'est un drôle de zèbre aux frontières du réel entre travail et emploi, une créature qui vous fascine et qui nous fascine et nous répugne. J'ai nommé, si j'arrive à me détacher les cheveux, non je n'y arriverai pas, c'est pas grave, j'ai nommé l'intermittence du spectacle. Sous très heureuse de vous rencontrer cette dimanche. J'ai dit à Hélène, je ne peux pas rester très longtemps parce que, en fait, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Parce que nous, dans l'intermittence du spectacle, on a 12 anniversaires. L'anniversaire où ta maman, elle te donne le jour, et l'anniversaire tous les ans, pardon, où l'intermittence renaît de ses cendres, tel le phénix. Je suis un phénix. Bref, alors, et donc, oui, donc j'ai rendez-vous avec Paul, dont Hélène, elle vous a parlé, justement, pour aller fêter ça. Donc, alors, l'intermittence du spectacle, si tu veux, au début, c'était un tout petit numéro de rien du tout. Hein. Un petit truc que j'ai fait à la fin des années 60s. D'ailleurs, le patronat m'a beaucoup aidé, parce que comme ça, j'étais disponible tout le temps, entre deux numéros. Et puis, avec la semaine des 40 heures d'abord, et puis des 39 heures, j'ai commencé à avoir beaucoup de succès. Et du coup, le patronat m'a beaucoup moins aidé. Elle a commencé à me mettre des bâtons dans les roues. J'ai dû prendre des cours de self-défense pour le viser au portefeuille. Bon, normalement, je l'ai maintenu à distance. Je sais pas, je pense que pour lui, je suis une femme un peu trop olé olé, un peu trop libre. Et il n'a pas l'habitude, il ne sait pas comment faire avec moi. Mais bon, il va s'habituer. Hein. Alors, donc, l'intermittence du spectacle, c'est un numéro des contorsionnistes entre la protection sociale et les droits du travail. Au niveau de la protection sociale, j'ai imaginé un petit truc génial. Si, génial. Si tu veux, c'est le CDDU. Tu connais? Le CDDU, c'est les contrats à durée déterminée d'usage. Et c'est très pratique, c'est le secret de ma souplesse. Et ça, le patronat, il adore. Mais bon, si tu restes dans les CDDU avec rien d'autre, tu finis au caniveau et ne demande pas au patronat de venir te repêcher. Attention, ça suffit pas. Alors, de l'autre côté, j'ai imaginé, si tu veux, moi, quand je suis pas sur la scène, que je ne me produis pas, comme là, par exemple, devant vous, je peux me retirer tranquillement dans mes annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. C'est très grand, on y est très bien, il y a un petit coin café, c'est très sympa. Et ça me permet, si tu veux, c'est ma liberté, quoi. Ça me permet d'avoir un petit salaire et de ne pas me prostituer sur le marché du travail entre deux emplois. Mais ça, le patronat, il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout. Bon, bah écoutez, ça le regarde. Hein. Bref. Et, bon, ouais, oui, je sais. Alors, c'est nouveau. Bon, ça t'a pas échappé, je ne suis pas juste une zèbre, je suis aussi zèbre au niveau des cheveux.
Et j'ai commencé à me faire vieille, enfin plutôt t'es jeune hein, quand même. Et la retraite, les grands écarts, c'est pas évident. Hein. Donc bon, mon numéro il n'est pas encore perfectible, il est bien perfectible, il n'est pas encore perfectionne, c'est ça. Et donc moi j'ai imaginé un truc. Je me suis dit que pour mes vieux jours, j'aimerais bien, si tu veux, faire une maison d'hôte. Tu connais? Tenir une maison d'hôte, tu sais? Parce que je me suis dit, tu vois, dans mes annexes 8 et 10 qui sont très grandes, moi toute seule là-dedans, je vais m'ennuyer. Alors j'ai imaginé d'aménager un petit coin cosy, un peu comme là, tous ensemble, on est bien. Et pour tous mes amis sans abri de l'emploi. Et bon, surtout, tu ne dis rien à Paul parce que je vais lui annoncer tout à l'heure, il n'est pas encore au courant, c'est une surprise. Ah voilà, un peu de musique quand même. Hein? Oui. C'est le nom de la chanson. Toi je connais rien de ma vie, mais je déclame en certitude des à peu près des inerties que jamais personne ne délude. Je travaille dur, je me lève tôt, je suis pas toujours payé pour ça. Je passe pas mes hivers au chaud à siroper la tequila. Moi j'ai jamais brisé de vie, moi j'ai jamais fermé d'usine. Je promets pas les paradis en jetant les gens à la mine. Je coûte moins cher à l'UNEDIC que des années licenciements. Oui mais c'est tellement plus logique de taper sur l'intermittent. Là il y a la petite musique que j'aime bien. Depuis tout bien m'avait sur moi, à la télé, dans les journaux. Les gens me regardent de travers et me prennent même pour un salaud. Pourtant je parle des comptes en Suisse, je m'écoute pas dans les ministères. Comment peut dire, je suis pas une fille qui s'enrichit sur la misère. C'est déjà l'heure, je vous laisse écouter la musique et je vous laisse avec Hélène, sinon vous allez dormir là. Et moi je vais retrouver mon polo. Ciao ciao. Nous allons vers la fin de cette conférence gesticulée, autoproduction. Me voilà donc normalement ça tombe. Voilà. Impertinente du spectacle. Une preuve vivante qu'on peut rémunérer le travail et pas seulement l'emploi capitaliste subordonné. Une preuve vivante que tous les intermittents de l'emploi, pigistes, guides touristiques, ceux qui travaillent dans l'événementiel, dans l'hôtellerie, dans la restauration, pourraient bénéficier de cette même protection sociale et ils sont en train de se mobiliser, particulièrement on l'a vu pendant cette crise sanitaire. Et une preuve vivante qu'il y a des alternatives, qu'elles existent et qu'on peut faire autrement. Donc vous avez compris, on est presque au bout, vous inquiétez pas. Donc vous l'avez compris, l'intermittence du spectacle, c'est pas un métier, c'est des centaines de métiers. Quand vous allez au cinéma et que vous avez le générique de fin qui déroule, c'est les intermittents du spectacle. Et pourquoi je vous dis ça? Ah, ça c'est moi qui ai un petit moment de... Buvez un coup. Ça hydrate le cerveau. J'ai des anti-sèches partout. Nanana, pourquoi je vous dis ça? Il y a toujours un moment où je me perds. Il y a beaucoup d'emplois. Ouais. Interpro. Ouais. Ah non, mais si, mais attendez, mais évidemment. Donc, les intermittents du spectacle, c'est pas un métier, donc c'est un régime chômage, ça vous l'aurez compris. Et quand les intermittents du spectacle se mobilisent, ils se mobilisent pas pour le plein emploi, ils se mobilisent pour défendre leur chômage, leur droit de travailleur, leur droit au chômage. Et donc, ils ne se mobilisent pas pour le plein emploi, ils se mobilisent pour le plein salaire. Et ça fait une grosse nuance. Alors, ils ne le voient pas tous comme ça. Hein. Encore des fois, quand je dis ça, je me fais juste sauter à la gorge, mais pas du tout, je dis n'importe quoi. Mais moi, je pense que les intermittents du spectacle devraient reconnaître qu'ils sont fiers d'être au chômage. Et moi, j'en suis fière, parce que c'est la preuve que je travaille, premièrement. C'est mon droit au salaire, deuxièmement. Et il y a sûrement un troisièmement. Je vous laisse compléter la liste. Bref,
cet endroit particulier où je me suis retrouvée de porteuse de projet, artiste-interprète au sein d'une compagnie, donc de salariés, employeuses, de sorte d'indépendante, de productrice, en fait, m'amène à un endroit où j'expérimente les prémices de la proposition de Bernard Friot, le salaire à vie. Alors, je vais faire un challenge, c'est expliquer Bernard Friot et le salaire à vie en 3 minutes chrono. Je ne sais pas si quelqu'un a un chronomètre. Alors, Bernard Friot est un économiste et sociologue. Je vous déconseille de commencer par ses livres, moi, qui me sont tombés des mains tellement ils sont pointus et denses. Allez voir ses conférences, allez voir ses interviews. La proposition, c'est de donner un salaire, un droit au salaire, à toute personne majeure. Pour financer ça, une caisse unique, cotisation sociale, qui va servir à payer les salaires, à payer les prestations sociales telles qu'on les connaît déjà, élargies à tout ce qui rend digne l'existence, sécurité sociale de l'alimentation, sécurité sociale du logement, sécurité sociale de la culture, sécurité sociale de l'eau, sécurité sociale des énergies, etc., etc. Et troisième partie qui va servir à financer les besoins en investissement, en production et en entrepreneuriat. Comme on a construit les hôpitaux publics au moment de les bâtiments, hein, on n'est pas passé par la case banque, on n'a pas emprunté. Donc c'est une proposition évidemment de sortie de la logique de production capitaliste, puisque, puisque dans le PIB finalement, on sait exit le profit, exit le système bancaire, exit l'emploi, et on a cotisation salaire, avec cotisation, prestations sociales et investissement, production, entrepreneuriat. Je vous laisse creuser, j'ai réussi là, non? 3 minutes. Je vous laisse creuser si ça vous intéresse d'être plein. Puis là, il se trouve qu'il y a plein de monde de réseau salarial, donc vous pouvez aller discuter avec eux sans problème. Voilà, moi, tout ce travail de spéléologie m'a permis de comprendre que, bah oui, quand on dit il n'y a pas d'alternative, en fait, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'alternative capitaliste, mais des alternatives, il y en a, elles existent, elles ont fait leurs preuves. Il faut les soutenir, il faut les populariser, il faut les dépasser. Ça m'a permis aussi de... Bon, sécurité sociale, intermittent du spectacle, ça m'a permis aussi de comprendre que cette immense colère qui s'est emparée de moi face à cette injonction à être subordonnée, à cette étude mandataire, c'était pas juste un caprice d'artiste, un caprice de comédienne qui veut rien faire comme tout le monde, qui veut garder des petits privilèges ou je ne sais pas quoi, non, que c'est une vraie question politique fondamentale et que dépasser cette logique de la lutte subordination capitaliste, c'est dépasser la logique de l'emploi, la logique capitaliste, et ça serait une vraie révolution en fait de remettre en question la subordination. Attention, remettre en question la subordination avec un salaire à vie, pas avec on devient tous des auto-entrepreneurs et tu crèves la gueule dans le caniveau. Ce qui est en général la proposition du revenu de base, en la faisant un petit peu grossièrement. Bref, et ça m'a aussi permis de comprendre que, enfin de réaliser surtout, que pour mes 2 accouchements, on m'a jamais proposé de couper le cordon. Comme si pour une femme, c'était pas une option de prendre sa liberté, son indépendance, son autonomie. Et donc pour ce 3e accouchement, hein, politique cette fois-ci, symboliquement, j'ai décidé de couper le cordon. Enfin, c'est pas pour couper le cordon, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, de couper le cordon patriarcal et capitaliste par une lettre de réponse à Pôle emploi. Et je finis avec ça. Mon très cher Paul, j'ai bien reçu ta lettre et je te remercie du fond du cœur. Grâce à toi, j'ai pris pleinement conscience d'où je viens, des besoins qui m'ont amené là où je suis et des valeurs que je veux défendre demain. Je passe rapidement sur son attitude paternaliste infantilisante, ton chantage à l'emploi, ta condescendance, ton mépris de classe permanent, et ce rapport de subordination sans cesse réaffirmé que tu instaures dans nos relations. Mais quelle indéfectible mauvaise foi dans tes accusations. Toi qui siphonnes éhontément la caisse de cotisation chômage et qui te permet de faire de la spéculation avec cet argent. Toi qui fais croire que la protection sociale est un coût, un surcoût, pire, une dette dont les bénéficiaires seraient responsables. Dois-je te rappeler que la protection sociale est un droit fondamental des citoyens porté par la Constitution?
Dois-je te rappeler que ce sont ces mêmes citoyens qui t'ont créé, que ta mission est de les protéger, non de les écraser? Dois-je te rappeler que si tu existes, c'est grâce à la part prélevée sur la richesse produite par les travailleurs et les travailleuses, et que cet argent n'est pas destiné à être stocké, mais immédiatement redistribué à ceux qui en ont besoin? Dois-je te rappeler enfin que ce sont ces mêmes travailleurs qui, à maintes reprises, ont proposé de créer un fonds de réserve dans les excédents de l'UNEDIC, et qu'à chaque fois, avec tes petits copains du MEDEF, tu as préféré baisser les taux de cotisation et recourir à l'endettement? Et d'ailleurs, de quel droit endettes-tu la caisse chômage? De quel droit transformes-tu les cotisations en recettes fiscales? De quel droit fais-tu payer aux contribuables ce qui doit être payé par l'employeur? Bref, de quel droit transformes-tu la sécurité sociale en peau de chagrin misérabiliste de l'assistance publique? Je me joins aujourd'hui au GAC-DAC, le groupe d'audit citoyen de la dette de l'assurance chômage, qui conclut son rapport 2018 en disant qu'une dette contractée par un État ou un organisme agissant par délégation de celui-ci et qui ne sert pas l'intérêt de la collectivité, mais celui d'une petite partie de celle-ci, doit être déclarée illégitime et ne pas être payée. Dans ce sens, annuler la dette de l'assurance chômage au motif qu'elle résulte d'un choix politique qui favorise les employeurs et les créanciers. Annuler cette dette est parfaitement légitime. Le droit international et la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU de septembre 1999 le confirmaient déjà. Mon très cher Paul, et pour ne pas citer tous les autres de la présidentielle, comme tu vois, loin de m'assommer, ta lettre m'a profondément réveillée. À mon tour, j'espère de tout mon cœur que tu sauras quitter ton costume de petit gestionnaire capitaliste imbu de son pouvoir et que tu sauras revenir à ta mission première de service public. À mon tour, j'espère que tu auras l'humilité de rester à ta place de représentant de l'État et que tu rendras son autonomie et son autogestion à l'UNEDIC et plus généralement à la sécurité sociale, qui ont été pensées, dois-je te le rappeler, sur le modèle du sou du linceul des ouvriers du 19e siècle, qui se cotisaient pour payer un linceul à leurs camarades morts avant d'être jetés à la fosse commune sans autre forme de cérémonie. C'est enfin avec une joie pleine de rage que je t'insuffle l'esprit qui anime les intermittents du spectacle, à savoir l'autonomie collective et autogérée de la production, le salaire continu pour tous et toutes et la défense du bien commun. Le cœur gonflé d'espoir, Hélène, une femme, mère, comédienne, intermittente du spectacle. Merci.